Bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui de suivre l'audition de Florence Parly, la ministre des Armées, devant la Commission des Finances du Sénat. La ministre était interrogée, comme chaque ministre en ce moment, sur le projet de loi de finances pour 2018. Parmi les questions des sénateurs, vous allez le voir, beaucoup d'interrogations sur le budget. Un budget en hausse, alors que Albéric de Montgolfier, le rapporteur général, le qualifie même de sincère. En revanche, les sénateurs ont déploré le trou de 350 millions d'euros dans le budget des OPEC, les opérations extérieures. La ministre, Florence Parly, a précisé que ces 350 millions d'euros seront financés par la solidarité interministérielle. Et puis, autre aspect de cette audition, le plan famille, un plan d'accompagnement et d'amélioration des conditions de vie des militaires qui prévoit sur la durée du quinquennat une dépense supplémentaire, vous allez le voir, de 300 millions d'euros. Voilà, sur toutes les questions, je vous propose d'écouter Florence Parly. Mesdames et messieurs les sénateurs, c'est donc aujourd'hui notre première rencontre face à une commission renouvelée et volontaire. Je connais en effet l'attachement particulier du Sénat pour un travail parlementaire exigeant, riche et utile, et je suppose que cette exigence n'a pas faibli au cours du temps. Vous avez rappelé des temps presque anciens. Et je suis certaine que je retrouverai cette exigence. En tout cas, vous pourrez compter sur mon plein engagement pour dialoguer avec la Haute Assemblée. Je suis très heureuse de me retrouver en face d'une commission qui a à cœur de servir les intérêts de la France, des Français. Et cette audition intervient à un moment important pour nos armées. Ce matin, je présentais le plan d'accompagnement des familles et d'amélioration des conditions de vie des militaires. C'est un plan qui implique des moyens importants, j'aurai l'occasion d'y revenir. Il vise concrètement à améliorer le quotidien de nos forces et de leurs familles. Ce plan a fait l'objet d'une large concertation et il permet de placer au cœur de mon action celles et ceux qui, au quotidien, se battent pour notre sécurité et pour notre liberté. Je suis donc très fière de porter ce plan et je souhaitais donc commencer cette audition en rendant hommage à toutes celles et à tous ceux qui prennent cet engagement si particulier de servir le pays, quels que soient les risques encourus. Ce sont eux qui sont au cœur de notre défense et c'est par eux et pour eux que nous agissons. Et ce budget, justement, est pour eux, puisque ce budget a vocation à leur donner les moyens d'accomplir leur mission dans les meilleures conditions possibles. Alors, j'en viens au vif du sujet. Le projet de loi de finances pour 2018 est d'abord une réponse à l'engagement exceptionnel de nos armées, une réponse à notre devoir d'assurer une sécurité intransigeante pour la France et les Français, puis une réponse enfin à nos ambitions. Nos ambitions en termes d'innovation, nos ambitions en termes de volonté aussi d'aider concrètement, comme je l'ai dit, les femmes et les hommes de la défense. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, c'est un budget de remontée en puissance, puisqu'il propose une hausse inédite depuis 20 ans de croissance de moyens de nos armées avec une dotation complémentaire d'1,8 milliard d'euros de plus comparé à la loi de finances pour 2017. Donc ce budget doit permettre à la fois de répondre à des exigences de court terme, mais aussi de préparer l'avenir avec confiance et ambition. Alors, quelques éléments mnémotechniques pour caractériser cet effort inédit en faveur de nos armées. Je retiendrai 3 chiffres. Le premier, celui que je viens de citer, 1,8 milliard d'euros, qui nous permet de nous situer dans un horizon immédiat, puisque ceci concerne l'année 2018. Cela permettra d'avoir donc un projet de loi de finances qui, pour la mission défense, s'élèvera à 34,2 milliards d'euros en 2018, à comparer à 32,4 milliards d'euros en 2017, c'est donc une augmentation de 5%. Ce n'est certes pas la première augmentation du budget des armées dans la période récente, puisque une première croissance était intervenue en 2017,
Mais ce qui marque ce budget 2018, c'est l'ampleur de l'effort que le président de la République a voulu pour nos armées, puisqu'il s'agit d'une accélération majeure, 1,8 milliard d'euros, c'est 3 fois plus que la hausse qui était intervenue en 2017. Avec 190 millions de recettes issues des cessions, qui s'ajouteront donc aux crédits budgétaires, le montant total des ressources de la défense sera donc porté à 34,4 milliards d'euros, à comparer à une somme de 32,7 milliards d'euros en 2017, y compris les cessions immobilières. Alors j'en viens maintenant à mon second chiffre. Mon second chiffre, c'est 30 milliards. Le projet de loi de programmation des finances publiques prévoit en effet que le budget des armées progressera chaque année de 1,7 milliard d'euros jusqu'en 2022, ce qui nous permet donc d'inscrire ce budget dans une dynamique durable de remontée en puissance. Ainsi, entre 2018 et 2022, ce sont au total 190 milliards d'euros que la nation consacrera à sa défense. Et si on compare cette somme qui sera affectée à la défense pendant le quinquennat à ce qui avait été consacré à la défense au cours de chacun des 2 précédents quinquennats, cette somme était de 160 milliards d'euros, donc 190 milliards moins 160 milliards, la différence est de 30 milliards d'euros. Et 30 milliards d'euros, c'est presque une annuité de budget de plus pour les armées sur les 5 prochaines années. Ces 30 milliards d'euros concrétisent donc l'engagement durable du président de la République envers les armées, la défense et la protection de la France et des Français. Ceci m'amène donc à mon dernier chiffre, 1,8%. Cette fois, il s'agit d'un chiffre qui évalue l'effort en faveur de la défense en termes de part du PIB. Cette hausse significative du budget nous permet donc de dépasser très largement la barre symbolique des 1,8% du PIB, puisque en 2017, nous atteignions 1,77% du PIB et en 2018, cet effort sera porté à 1,82% du PIB. Il s'agit donc là du premier jalon permettant d'atteindre l'objectif fixé par le président de la République de porter le budget des armées à 2% du PIB, soit 50 milliards d'euros hors pension et à périmètre constant d'ici 2025. Donc il s'agit de la première étape d'une trajectoire financière qui sera décrite dans la future loi de programmation militaire qui couvrira la période 2019-2025 et qui sera présentée au Parlement au cours du premier semestre 2018. Alors avant de rentrer un peu plus dans le détail des mesures prévues par ce projet de loi de finances, je voulais revenir un instant sur un épisode qui nous a tous collectivement beaucoup occupés au cours des précédents mois, qui concerne les 850 millions d'annulations de crédits qui ont été décidées cet été et sur lesquels beaucoup de choses ont été dites. Alors, je voudrais dire tout simplement qu'il s'agissait d'une contribution nécessaire à la solidarité gouvernementale afin d'assurer la maîtrise de notre déficit public. Je ne veux pas entrer dans le détail des mesures que nous mettons en œuvre pour compenser ces annulations, mais je veux simplement attirer l'attention de la Commission sur 2 aspects importants du mécanisme que nous avons mis en place. D'abord, je me suis engagée à ce que la protection et les conditions de vie du soldat qui sont en opération soient préservées. D'autre part, je me suis également engagée à ce qu'il n'y ait aucune annulation de programme. Si bien que c'est en accord avec les armées que nous avons procédé à des décalages de quelques mois d'un certain nombre de livraisons de matériel qui ne sont sans lien avec les opérations, qu'il s'agisse des opérations sur le territoire national ou sur les opérations extérieures. Alors, je le souligne parce que parfois, il arrive qu'en début de quinquennat,
les changements de majorité conduisent à procéder à un certain nombre d'annulations de programmes ou de remise en cause de livraison de matériel, et ce n'est pas le cas particulier, grâce à ce budget, puisque la quasi-totalité des livraisons sont maintenues et les matériels seront au rendez-vous. Ceci nous donne donc des bases solides pour préparer la future loi de programmation militaire. Aujourd'hui, les travaux sont bien entamés. Elle prendra évidemment en compte les orientations qui ont été retenues dans le cadre des conclusions de la revue stratégique sur lesquelles nous avons eu l'opportunité d'échanger la semaine dernière devant la Haute Assemblée. Cette loi de programmation militaire permettra de prendre acte de la remontée en puissance de nos armées et de l'inscrire concrètement dans le temps long. Pour ce qui me concerne, j'ai fixé 3 priorités pour cette future loi de programmation militaire. La première, c'est de restaurer la soutenabilité de nos engagements. La seconde, c'est d'investir résolument dans l'avenir pour que nos armées puissent faire face aux menaces de demain. Et la troisième, c'est de permettre aux femmes et aux hommes de la défense de vivre l'exercice de leur métier dans les meilleures conditions possibles. Et c'est donc ce triptyque, soutenabilité, préparation de l'avenir et soutien à ceux qui s'engagent, qui nous permettra de disposer de forces capables de répondre aux engagements de notre pays. Nous aurons évidemment l'occasion d'échanger sur ce sujet, puisque l'objectif est que ce projet de loi de programmation militaire puisse être déposé sur le bureau des assemblées au début de l'année 2018 et que, idéalement, le débat puisse se conclure en vue d'une promulgation à l'été 2019, ce qui nous permettrait de préparer le prochain projet de loi de finances pour 2019 dans les meilleures conditions possibles. Alors, j'en reviens maintenant au budget 2018 lui-même. C'est un budget qui, comme je le disais, assure la remontée en puissance et qui a 2 vertus principales. La première, c'est qu'il répond dans l'immédiat aux menaces qui pèsent sur notre pays, ainsi qu'aux aspirations des femmes et des hommes de la défense. Il est construit pour eux, il leur donne les moyens d'exercer leur mission dans les meilleures conditions possibles. Et la seconde grande vertu de ce budget, mais j'y reviendrai un peu plus tard, c'est de préparer l'avenir. Premier point, donc, ce budget est d'abord une réponse face aux menaces qui peuvent toucher notre pays et porter atteinte à ses intérêts. La revue stratégique qui a été remise le 13 octobre dernier au président de la République a mené une analyse lucide et précise de la situation internationale ainsi que des défis auxquels la France est confrontée. La première de ces menaces est et reste le terrorisme. Daesh est actuellement acculé, il a perdu ses 2 capitales, d'ultimes offensives sont à l'œuvre pour anéantir ce pseudo-califat et ses prétendus soldats. Mais j'étais dimanche aux Émirats arabes unis, j'ai eu l'occasion de m'adresser aux forces que nous y avons déployées et je leur ai dit, parce que je le crois profondément, que nous n'en avons pas fini avec le terrorisme. Le chant du cygne de Daesh s'accompagne de nouvelles actions terroristes clandestines, parfois spectaculaires, et la notoriété virtuelle de l'organisation reste tout à fait intacte. Au Sahel, l'opération Barkhane contient la menace terroriste, alors qu'au Nigeria, au Levant, au Yémen, récemment aux Philippines, se répandent encore les métastases de la haine aveugle. Face à cette menace, nous ne céderons rien. Par ailleurs, des stratégies de puissance des nations sont également toujours à l'œuvre. Les attitudes expansionnistes de la Chine, de la Russie nous préoccupent, tout comme évidemment les agissements de la Corée du Nord. L'armement nucléaire de la Corée du Nord montre que la question de la prolifération n'est pas résolue et c'est l'Europe, désormais, qui est potentiellement à portée des missiles nord-coréens. Et nous devons donc, dans cette crise, faire preuve de la plus grande fermeté et de la plus grande vigilance. De ce contexte international,
et de notre volonté de conserver pleinement notre autonomie stratégique, il est certain que l'intensité de l'engagement de nos forces en opération restera élevée en 2018. En bande sahélo-saharienne, au Levant, en Atlantique, en Méditerranée, à l'est de l'Europe, nous devrons adapter nos dispositifs à l'évolution de la situation, mais nous resterons dans un niveau d'effort élevé. Cette situation impose donc que soit réalisé à court terme un effort en faveur de la soutenabilité de l'ensemble de ces opérations. Il s'agit d'abord de lutter contre l'usure des matériels qui est accélérée par la dureté des théâtres et par la durée des déploiements. Et il s'agit également d'œuvrer en faveur des personnels en maintenant un équilibre entre préparation opérationnelle et engagement en opération. Le budget prévoit ainsi un effort en faveur de l'activité afin de poursuivre le retour de la préparation opérationnelle vers les normes qui avaient été fixées dans le cadre de la LPM actuellement en vigueur. C'est une condition indispensable pour assurer que nos forces qui sont engagées maîtrisent tous les savoir-faire opérationnels dont elles ont besoin. Et c'est aussi une nécessité pour assurer le maintien de toutes les compétences et donc de notre modèle d'armée complet et équilibré, comme indiqué dans la revue stratégique. C'est enfin aussi un gage de notre attractivité et de la possibilité de faire monter nos jeunes en qualification. Faute de ces efforts, c'est la pérennité de notre modèle de défense dans la durée qui ne serait pas assurée. Ainsi donc, en 2018, l'effort d'entretien programmé du matériel représentera plus de 3,9 milliards d'euros de crédits de paiement, c'est-à-dire 450 millions d'euros de plus qu'en 2017, ce qui permettra d'assurer cette hausse de l'activité dans tous les domaines où nous sommes encore en dessous des normes. Enfin, tirant les conclusions d'un niveau d'engagement structurellement élevé, le budget 2018 prévoit de porter la provision pour les opérations extérieures de 450 millions d'euros, situation actuelle, à 650 millions d'euros pour réduire le hiatus qui existe entre le niveau de la provision et la réalité du coût de ces opérations. Vous le savez également, l'engagement des armées au service de nos concitoyens couvre de nombreux domaines en plus des OPEX. Nous avons plus de 10 000 militaires en moyenne qui sont engagés sur le territoire national, en métropole et dans les Outre-mer, dans le cadre de la mise en œuvre de la posture permanente de sûreté, de l'opération Sentinelle pour la lutte contre le terrorisme et des différents plans gouvernementaux, dont Vigipirate. Leur engagement a permis une réponse rapide et efficace dans les Antilles, récemment face à l'ouragan Irma. Et il y a quelques semaines encore, les soldats de l'opération Sentinelle ont prouvé leur valeur, leur efficacité et leur courage lors de la neutralisation de l'agresseur des 2 jeunes filles tuées à Marseille, en gare Saint-Charles. Près de 1500 d'entre eux assurent en permanence, 24 heures sur 24, tous les jours, la surveillance et la protection de nos approches maritimes, aériennes et spatiales et portent assistance aux usagers en détresse. Parmi eux également, je citerai les militaires qui tiennent la posture de dissuasion, qui sont vigilants dans nos centres d'opération, dans les unités de nos forces aériennes stratégiques, dans le secret des océans, ainsi que les aviateurs et les marins de nos forces nucléaires stratégiques qui sont capables de monter en puissance sans délai sur ordre du président de la République. Et dans le contexte des menaces de la Corée du Nord qui s'expriment aujourd'hui, ceci est évidemment extrêmement important et c'est la raison pour laquelle un des engagements pris dans ce PLF 2018, c'est que le budget de la dissuasion nucléaire passera de 3 870 milliards d'euros à 4 040 millions d'euros en 2018. Pour répondre
immédiatement aux menaces qui pèsent sur les Français et à l'engagement exceptionnel de nos forces, j'ai décidé dans ce budget de réserver une enveloppe de 200 millions d'euros pour la protection des hommes et des femmes. Ce paquet protection, concrètement, que signifie-t-il? Il signifie d'abord que nous protégerons les combattants. Ceci passe par notamment le remplacement des gilets pare-balles actuels par des gilets pare-balles nouvelle génération qui sont plus efficaces, plus légers, plus protecteurs. Ce sont donc 49 000 gilets pare-balles qui ont été commandés, tandis que le pactage des soldats a été sensiblement amélioré et continuera de l'être. En plus de la protection du soldat lui-même, nous renforcerons la protection des équipements en permettant l'emploi de plus en plus fréquent de véhicules blindés sur les théâtres d'opération, et en allant en tant que possible vers une généralisation de l'emploi de véhicules blindés pour toutes les missions de nos armées. Protéger le combattant, cela signifie aussi garantir une protection accrue des installations militaires. Il ne faut en effet pas oublier que les emprises militaires sur notre territoire sont nombreuses et qu'elles sont aussi des cibles potentielles. Le budget 2018 marquera donc un effort particulier pour renforcer la protection des sites ministériels contre une potentielle attaque terroriste. Concrètement, ce sont 105 millions d'euros du budget infrastructure qui seront spécifiquement dédiés au renforcement des protections actives comme passives des emprises militaires les plus vulnérables. Je pense en particulier aux dépôts de carburant, aux dépôts de munitions ou bien encore les écoles ou les hôpitaux. Cet effort en termes d'infrastructure se doublera aussi d'un investissement humain conséquent puisque 150 postes seront créés l'an prochain pour renforcer la sécurité-protection des emprises de la défense. Ces mesures étaient très demandées par nos armées et nous répondons ainsi à l'exigence de sécurité de nos personnels et de nos équipements. Mais si répondre à l'exigence de sécurité est évidemment un préalable nécessaire, ce n'est pas suffisant. Chaque fois que je me déplace pour rencontrer les troupes, j'ai l'occasion de parler à nos hommes et nos femmes. Et je suis chaque fois impressionnée par leur engagement, leur courage, leur abnégation. Et j'entends aussi leurs difficultés, leurs craintes parfois, et leurs aspirations. Et ces aspirations portent notamment sur leurs conditions de vie et sur leur famille aussi. Et donc, je vous en disais un petit mot tout à l'heure, j'ai présenté ce matin un plan d'accompagnement des familles, qui est une réponse que j'ai voulu concrète et immédiate aux besoins de nos forces et aux besoins de leurs proches. C'est un plan qui est ambitieux. Il touche tous les aspects du quotidien des soldats et de leurs familles. Il est moderne parce qu'il tient compte aussi de l'évolution des familles et des souhaits de tous les militaires. Et je me suis particulièrement attachée à ce que l'essentiel des mesures qui y figurent trouvent une première application immédiate dès l'année 2018. Ce sera le cas de 70% des mesures qui figurent dans ce plan, parce que l'objectif est vraiment de changer au plus vite le quotidien des forces et de leurs familles. Parmi les axes qui ont été développés dans ce plan se trouve notamment la prise en compte des absences opérationnelles. Nos armées sont très intensément mobilisées en ce moment, donc il fallait répondre à cette préoccupation. Ce plan permet aussi d'améliorer l'intégration des familles dans la communauté de défense, et puis il a vocation également à permettre de mieux vivre la mobilité en améliorant notamment les conditions de logement et d'hébergement. Nous avions provisionné dans ce projet de loi de finances une enveloppe de 22 millions d'euros
Et c'est un plan qui se déroulera sur les 5 années du quinquennat. Et c'est donc une enveloppe totale sur ces 5 ans de 300 millions d'euros de crédits nouveaux qui seront consacrés au plan famille. Au-delà de ce plan, la masse salariale du ministère, c'est-à-dire les crédits du titre 2 de la mission défense, sera augmentée de 300 millions d'euros et sera portée à 11,7 milliards hors pension. En ce qui concerne le plan catégoriel pour 2018, les crédits s'élèvent à 136 millions d'euros, c'est-à-dire un ordre de grandeur très comparable à celui de 2017, mais en très nette augmentation par rapport à 2015 où il s'élevait à 10 millions d'euros et plus encore à 2016 où il s'élevait à 3,4 millions d'euros. Le plan catégoriel 2018 intègre à hauteur de 124 millions d'euros le financement de mesures déjà engagées, qu'il s'agisse du financement en année pleine de mesures qui ont été initiées en 2017, ceci représente environ 34 millions d'euros, comme de la mise en œuvre de mesures qui relèvent du protocole de la fonction publique, parcours professionnel, carrières et rémunérations, appliquées au personnel civil ou transposées au personnel militaire pour un montant de presque 88 millions d'euros, ou bien enfin pour assurer le financement de mesures de nature interministérielle. Ce plan catégoriel comprend également des mesures nouvelles, en particulier pour rétablir l'attractivité du ministère vis-à-vis des personnels civils, grâce à l'accroissement de l'enveloppe dédiée au complément indemnitaire annuel qui est en hausse de 8,8 millions d'euros et qui sera donc porté à 20,8 millions d'euros. Préparer l'avenir. Les moyens supplémentaires en faveur de la protection de nos soldats, l'effort particulier qui a été fait pour la condition du personnel correspondent à la première préoccupation que j'ai exprimée pour structurer le budget 2018, mais ce budget ne saurait remplir son office s'il ne préparait l'avenir de nos forces, de nos technologies et de notre ministère. Et s'il est un besoin qui est à la fois immédiat et pour l'avenir de nos troupes, c'est bien l'équipement de nos armées. Les équipements qui sont utilisés par nos armées sont parfois vieillissants et ils doivent donc être renouvelés. Nous le devons à nos forces, nous le devons aussi à tous les Français, car la qualité de nos matériels est aussi une condition pour pouvoir intervenir partout où les intérêts de la France sont menacés. Le budget 2018 répond donc pleinement à cette nécessité puisque les crédits d'équipement atteindront l'année prochaine 18,5 milliards d'euros, représentant une progression de 1,2 milliard d'euros par rapport à cette année. C'est donc une hausse de 7% qui contribuera directement à la modernisation des matériels des forces armées et à l'entretien des infrastructures. Et ceci aura des répercussions immédiates pour nos soldats et préparera l'avenir avec, je l'espère, sérénité et ambition. Le renouvellement et le renforcement de l'ensemble de nos capacités se poursuivra grâce aux livraisons de matériel neuf et à des rénovations. Alors, en 2018, nous recevrons la livraison du premier avion ravitailleur en vol MRTT, ce qui devrait considérablement améliorer nos moyens de projection et de mobilité. Les capacités d'engagement et de combat seront également renforcées avec les premiers véhicules blindés multirôles lourds Griffon. Une frégate multimission entrera également dans la flotte et nous bénéficierons de la poursuite des livraisons des fusils de nouvelle génération HK 416. Les capacités de protection et de sauvegarde seront également renouvelées avec l'arrivée des 2 premiers bâtiments de soutien et d'assistance hauturiers. L'effort dans l'axe des moyens de commandement et de maîtrise de l'information se matérialisera notamment pour nos facultés de renseignement avec le premier avion léger de surveillance
et de reconnaissance. En 2018, le programme 146, qui est relatif à l'équipement des forces, disposera de 13,6 milliards d'euros pour les engagements, ce qui correspond à une croissance de 35% par rapport à la loi de finances initiale pour 2017, qui se situait à 10,1 milliards d'euros. Ces crédits permettront donc de réaliser un certain nombre de commandes structurantes, telles que par exemple un sous-marin nucléaire d'attaque Barracuda, 3 avions ravitailleurs supplémentaires MRTT, 8000 fusils d'assaut HK416, la rénovation de 55 Mirage 2000-D et la commande de 20 véhicules légers Griffon. Bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive. Cet effort contribuera donc à renforcer notre base industrielle et technologique de défense qui soutiennent aussi l'emploi et l'innovation. Merci Madame la Ministre de cet exposé complet qui suscite de ma part, ou susciterait de ma part beaucoup de questions, mais je vais m'en tenir, et vous ne m'en voudrez pas, à des questions plus particulièrement budgétaires. D'abord pour me réjouir de 2 éléments. Premièrement, nous sommes en face d'un projet de budget 2018 que je qualifierais plus sincère ou moins insincère que ceux que nous avons connus jusqu'à maintenant. Et deuxièmement, pour noter avec vous effectivement un effort de remontée en puissance, pour reprendre votre expression. Permettez-moi simplement de signaler que cette remontée en puissance, pour réelle qu'elle soit, est tout de même un peu relative. Plus 1,8 milliard en 2018, mais moins 850 millions en 2017. Il y a là un effet rattrapage. Et plus 200 millions pour les OPEX. C'est effectivement une manière de faire moins jouer la solidarité interministérielle, d'aller dans le sens d'une plus grande sincérité du budget, mais ce n'est pas à proprement parler des crédits supplémentaires pour les armées. Par conséquent, le solde, dans une lecture que vous trouverez peut-être un peu pessimiste, sans doute la vérité est entre les deux, est plus de 750 à 800 millions que de 1,8 milliard, mais nous n'allons pas bouder notre satisfaction à ce stade, mais je souhaitais tout de même rappeler ces quelques éléments. S'agissant du budget 2018 tel que vous l'avez présenté, je ne vous cacherai pas qu'à cet instant, mon inquiétude, c'est plus la clôture de l'exercice 2017 qui me préoccupe. Car autant tout ce que vous nous avez dit me paraît de qualité, autant si nous terminons la gestion 2017 sans avoir réglé un certain nombre de difficultés, l'exercice 2018 s'en trouverait profondément affecté. Et donc ma première question, Madame la Ministre, c'est de savoir si vous avez des informations à nous donner sur la manière dont le surcoût des OPEX, qu'on peut estimer à ce stade de l'ordre de 300 à 350 millions d'euros, fera l'objet, comme par les années passées, d'une mobilisation de la solidarité interministérielle. Et deuxièmement, quid des 700 millions de crédits qui sont toujours bloqués? C'est vrai que si nous n'obtenons aucune satisfaction sur ces 2 postes-là, les reports de charges ne seront pas de l'ordre de 2 milliards, mais de 4 milliards, ce qui obère d'autant l'exécution 2018, mais d'une façon plus générale, l'ensemble de la loi de programmation. Et j'avais ce matin l'occasion d'interroger notre rapporteur général sur un article qui est l'article 14 de la loi de programmation des finances publiques, sur le montant des restes à payer, sachant que le budget de la Défense, ou le ministère de la Défense, est le seul pratiquement qui est un budget d'investissement aussi important, avec des reports de charges aussi importants. Je pense que ça mériterait de votre part, ou à la faveur d'un amendement, quelques précisions pour ne pas obérer les capacités d'investissement et de paiement du ministère de la Défense.
Le deuxième sujet que je voudrais évoquer, Madame la Ministre, c'est la revue stratégique. Elle a été présentée l'autre jour. Je crois qu'elle fait l'unanimité. Elle n'est pas réjouissante dans les menaces qu'elle pointe, mais elle est complète. Pour autant, comment conjuguer cette revue stratégique qui est censée nous aider à préparer la loi de programmation militaire et dans le même temps l'affirmation d'une trajectoire budgétaire qui est déjà arrêtée, plus 1,8 milliard jusqu'en 2022. Donc je comprends bien que la revue stratégique soit là pour éclairer la loi de programmation militaire, mais la marge de manœuvre financière me paraît tout à fait faible, puisque d'ores et déjà nous sommes fixés sur le montant des crédits qui pourraient être alloués et le montant de la remontée en puissance. Vous avez, je vous en remercie, évoqué assez longuement le plan famille. Deux questions sur le sujet. J'ai cru comprendre à la faveur de quelques auditions que le report du protocole des parcours professionnels de carrière et de rémunération serait en fait engagé en 2018, ce qui veut dire qu'on perd 1 an. Est-ce que vous pouvez nous apporter quelques précisions par rapport à ce point? Quant au plan famille, je me réjouis, et vous en savez les raisons, de l'effort qui est fait notamment pour la condition militaire. Simplement, les mêmes causes produisant les mêmes effets, j'ai pu observer par les années passées que l'on affichait une ambition forte, notamment pour assurer une amélioration des conditions de travail et d'hébergement de nos militaires, mais que, compte tenu des dérapages dans le financement des infrastructures nécessaires à accueillir de nouveaux matériels, systématiquement, c'était ce que j'ai appelé l'immobilier du quotidien qui trinquait. Est-ce que vous pouvez nous assurer qu'en 2018, la bonne volonté et la détermination que vous avez affichées nous permettront d'atteindre ces objectifs? Et puis, je terminerai sur un dernier point pour reprendre des observations du chef d'état-major, général Lecointe, qui nous dit « mais on parle beaucoup de contrats opérationnels. Un contrat opérationnel, ça n'a pas forcément vocation à être appliqué 24 heures sur 24, 365 jours sur 365, parce qu'à ce moment-là, nos armées ne peuvent pas souffler et se régénérer. Et donc je voulais, de ce point de vue, vous entendre pour que vous puissiez nous rassurer sur le fait que cette donnée qui avait beaucoup marqué ces 5 dernières années les conditions de vie de nos militaires, mais aussi ses conséquences sur les matériels, serait bien intégrée dans la future loi de programmation militaire et dès 2018. Merci Madame la Ministre. Alors, sur le premier point, Monsieur le sénateur Delège, évidemment, je partage, comme vous, l'attention qui doit être portée sur la fin de gestion 2017. C'est l'objet de toute notre attention en ce moment. Vous avez rappelé d'une part que les crédits consacrés aux OPEX qui sont aujourd'hui provisionnés dans le budget 2017, qui s'élèvent à 1,1 milliard compte tenu des annulations et réouvertures de crédits qui ont été opérées à l'été, ne permettront pas de faire face à la totalité de la dépense prévisionnelle d'ici le 31 décembre. Nous estimons en effet cette dépense, comme vous, à au moins 350 millions d'euros supplémentaires au-delà donc de ce 1,1 milliard. Sur ce premier sujet, les discussions ont été intenses avec qui vous savez, et je crois pouvoir dire, j'espère ne pas être démenti dans la dernière ligne droite, que ces 350 et quelques millions devraient être financés par la solidarité interministérielle et sans apport complémentaire du budget du ministère des Armées. Mais l'avenir, je l'espère, nous le confirmera de façon formelle. Donc je ne voudrais pas que l'on me reproche de m'être avancé, je vous livre mon sentiment à l'heure où nous nous parlons. Sur le deuxième volet, qui est le montant des crédits gelés, qui s'élève en effet à 700 millions d'euros,
J'en ai demandé le dégel, je continue d'en demander le dégel et j'espère bien aboutir comme sur le premier sujet. Vous avez mentionné un article de la loi de programmation des finances publiques qui, là aussi, mobilise toute notre attention sur les restes à payer. C'est un article général qui porte sur l'ensemble du budget de l'État, mais qui, évidemment, n'a pas forcément les mêmes conséquences pour un ministère dont une part très importante des crédits sont des crédits d'investissement. Nous avons eu avec un certain nombre de vos collègues, y compris à l'Assemblée nationale, l'occasion de partager les interrogations que cet article pourrait avoir s'il devait être appliqué de façon systématique, ministère par ministère, auquel cas il aurait pour conséquence de rendre finalement très difficile la gestion d'investissements qui s'étalent sur une longue durée, comme c'est le cas pour les équipements militaires. Vous m'avez également interrogé sur l'articulation au fond entre la revue stratégique et la loi de programmation militaire. La revue stratégique n'avait pas pour vocation de fixer les contrats opérationnels. Nous avions souhaité que cette revue stratégique, qui a été réalisée dans un temps beaucoup plus court que ne peut l'être un livre blanc, pointe de façon précise les aptitudes qui sont nécessaires pour nos armées afin qu'elles puissent remplir les missions de protection qui leur incombent. C'est maintenant que la déclinaison des aptitudes vers ce qu'on appelle, à défaut de contrat, une ambition opérationnelle, que c'est maintenant donc que ce travail va se faire. Et la loi de programmation militaire traduira, si je puis dire, de manière très concrète, très précise, la manière dont cette ambition opérationnelle se décline en moyens physico-financiers. Et par ailleurs, j'ajoute que le fait de connaître le cadrage financier d'entrée de jeu, pour ce qui me concerne, est plutôt un élément rassurant dans la mesure où ce cadrage est un cadrage qui, comme je l'ai dit, représente une annuité de budget supplémentaire sur un quinquennat. Donc évidemment, parfois on préfère rester dans l'incertitude parce que l'espoir est infini. Pour ce qui me concerne, j'apprécie la certitude qui me permet de compter sur des moyens qui sont en très nette croissance par rapport à ce qui a pu être le cas au cours des années précédentes. Sur le report du protocole dit PCR, Parcours professionnel, carrières et rémunérations, un décalage d'une année avait été décidé précédemment entre la date d'application retenue pour les civils et pour les militaires. Compte tenu des décisions qui ont été prises de décaler d'une année la mise en œuvre de ce protocole, j'ai exprimé mon souhait que l'écart ne soit pas encore aggravé pour les militaires et les fonctionnaires de catégorie équivalente et qu'on trouve une solution pour, au contraire, réconcilier les calendriers. Sur le plan famille, vous rappeliez que l'immobilier avait souvent, au cours des années précédentes, subi un certain nombre de restrictions. Donc j'entends, non pas l'avertissement, mais la remarque que vous avez faite sur ce sujet. Donc j'y serai moi-même très vigilante. Je voulais simplement porter à votre attention le fait qu'un plan avait été engagé en 2014 pour résorber un certain nombre de points noirs qui avaient été identifiés comme tels. Ils étaient au nombre de 900 et c'était des points noirs en termes d'immobilier qui concernaient à la fois l'hébergement et le lieu de travail. Aujourd'hui, à la date où nous parlons, 84% de ces lieux ont été traités. Ça représente un effort d'investissement de 275 millions d'euros, mais il reste encore à faire. Et ce qui reste à faire correspond certainement aux travaux les plus lourds
qui sont à conduire. Et c'est donc une somme de 352 millions d'euros qui est réservée pour assurer sur la période 2017, 2018, 2019 l'achèvement de ce plan de résorption des points noirs. Pour cet exposé très complet, je souhaiterais revenir un instant sur le financement des OPEX, non pas sur l'exécution 2017, mais sur le PLF 2018, le PLF prévoit une augmentation du financement des opérations extérieures. Ça passe de 450 millions d'euros à 650 millions d'euros. On se réjouit puisque la Commission des finances du Sénat n'a eu de cesse de dénoncer les sous-budgétisations chroniques. Il y a un vrai effort de sincérisation du budget. Il y a également, il faut le dire, une diminution de la réserve de précaution. Donc de ce point de vue, c'est tout à fait satisfaisant. En revanche, on voit bien à travers l'exécution 2017 que ce montant de 650 millions d'euros risque néanmoins d'être insuffisant. Donc la question qui se pose, c'est dès lors qu'il y a diminution de la réserve de précaution par ailleurs, comment, voilà, s'il y a une différence, les surcoûts seront-ils financés en 2018, bon, même si ça va dans le bon sens. Ma deuxième question porte sur l'immobilier. Et en particulier sur la fameuse décote dite Duflot concernant les décotes que peuvent obtenir les communes pour les logements sociaux, pour l'affectation de logements sociaux. Donc il y a un certain nombre de sessions actuellement prévues à Paris. Au départ, par exception par rapport aux autres ministères, le produit des cessions, je rappelle aux collègues, doit revenir au budget de la défense. C'est ce qui devait financer notamment tout le parc immobilier dont on a parlé à l'instant, les projets de la défense. Malheureusement, ce principe trouve des exceptions de plus en plus importantes avec l'application de la décote. Et voilà. Et donc le Sénat a proposé chaque année de limiter cette décote. Bon, va-t-elle s'appliquer? La question est très simple. Va-t-elle s'appliquer à l'îlot Saint-Germain? Va-t-elle s'appliquer au Val-de-Grâce? Au Val-de-Grâce, il y a un projet de l'ancien hôpital militaire d'instruction des armées, il y a un projet de cession. Et en attendant la cession, je me posais la question de l'hébergement des militaires qui sont actuellement hébergés sur l'île de France pour l'opération Sentinelle. Il y a là un hôpital qui fonctionnait parfaitement, il y a des lits. Est-ce qu'il n'y a pas des possibilités d'avoir des hébergements plus corrects en attendant la cession à la ville de Paris? Voilà. Est-ce qu'il y a moyen d'assurer de manière un peu plus durable, un peu plus saine, l'hébergement des militaires qui sont affectés à Sentinelle et qui ne logent pas toujours dans les meilleures conditions? Cette opération, malheureusement, qui devait être temporaire, étant destinée un petit peu à perdurer. Donc voilà. Donc c'est très difficile. On a perdu beaucoup d'implantations militaires en Île-de-France. Il y a là des lits disponibles, des chambres disponibles. Est-ce qu'en attendant la cession, il est envisagé de l'utiliser l'ancien hôpital d'instruction de Val-de-Grâce pour loger les militaires de l'opération Sentinelle? Et à terme, qu'en est-il de la politique de cession et notamment des décotes éventuelles qui pourraient être réclamées par les villes de Paris? Merci, Madame la Ministre. Pardon. Oui, Madame la Ministre, encore peut-être une question que j'avais envisagé de vous poser. En 2018, nous allons voir le début du déploiement du logiciel Source Solde qui doit remplacer à terme Sinistre Louvois, non pas le ministre qui n'avait pas démérité de servir Louis XIV, mais bien le logiciel de paye de nos militaires. On se souvient tous des déboires de ce dernier, on ne voudrait pas les connaître à nouveau. Est-ce que vous pouvez nous préciser où en est le développement de Source Solde et nous assurer que celui-ci sera en mesure d'être déployé pour la Marine nationale dès la fin de l'année 2018, qui était l'intention initiale? Je vais proposer à Hélène Conway-Mouret, donc, qui est membre de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense, de s'exprimer comme rapporteur pour avis des programmes équipement des forces et excellence technologique des industries de défense. Hélène. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Nous vous avons questionné mardi dernier, mais le débat portait sur la revue stratégique. Vous avez répondu à 21 questions et certaines d'entre elles, bien sûr, abordaient les questions budgétaires. Et j'aimerais que vous précisiez votre pensée, en tout cas sur deux points. Alors, le rapporteur spécial Belège a déjà parlé de cette coupe de 850 millions d'euros auxquels s'ajoutent des crédits gelés, hein, qui engendrent donc des reports de charges.
vous avez questionné la ministre, chers collègues, sur 2017. Moi, j'aimerais savoir comment vous envisagez gérer cette bosse budgétaire en 2018. Est-ce qu'elle va être étalée dans le temps ou simplement gérée sur l'année qui vient? Deuxième point, je rentre de 48 heures passées au Mali dans une mission. Vous avez raison, Madame la Ministre, de dire que nous n'en avons pas fini avec le terrorisme, mais ce n'est pas un scoop que de dire que malheureusement nous risquons d'être au Mali encore pour quelque temps. Ce n'est pas le seul pays qui nous inquiète aujourd'hui. La Centrafrique est aussi instable. Et vous avez dit que eh bien, nous allons nous reposer un petit peu plus et en tout cas travailler avec nos partenaires européens. Leurs efforts, quand même, dans ces pays restent encore très modestes. Donc je crois qu'il faut qu'ils soient encouragés à faire un petit peu plus. Vous avez aussi parlé de mesures pour assurer la sécurité des personnels et de nos emprises. Je crois que tout cela est bienvenu et va vraiment dans le bon sens. Mais j'aimerais que vous nous disiez comment vous envisagez le financement des OPEX pendant le quinquennat. Est-ce que vous pensez intégrer alors les quelques centaines de millions d'euros, 450 jusqu'à 650 millions d'euros que représentent les OPEX au sein du budget des armées? Et est-ce que vous mettriez fin à ce moment-là à l'interministérialisation du complément de financement des OPEX? Je vous remercie. Merci, chère Hélène. J'en profite, Madame la Ministre, pour saluer également la présence parmi nous de notre collègue Gilbert Roger, membre de la même commission, et qui, lui, est le rapporteur pour avis du programme Soutien de la politique de défense. La parole à Antoine Lefebvre, et puis ensuite, ce sera Philippe Dominati. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, deux questions concernant le service obligatoire, même si notre collègue Marc Lamini a évoqué le sujet. Est-ce que vous pouvez nous préciser l'échéancier de mise en œuvre? Effectivement, tout comme Marc Lamini, je m'interrogeais sur les masses de crédits importantes nécessaires pour le financement et aussi pour trouver désormais les bâtiments et dégager l'encadrement donc au profit de ce service obligatoire. Et deuxième question qui concerne plus le secteur de la gendarmerie, une question qui peut paraître curieuse, mais c'est vrai que depuis quelque temps, nos forces de gendarmerie sont équipées de tablettes, de smartphones, donc c'est plutôt intéressant, mais leur utilisation en milieu rural est quand même un peu complexifiée par les problèmes de réseau Internet et de réception. Est-ce que vous avez des remèdes pour contourner cette difficulté qui peut réduire les moyens de nos forces de gendarmerie, notamment sur certains secteurs ruraux? Merci. Merci Antoine. Philippe Dominati et ensuite Emmanuel Capu. Madame la Ministre, en tant que rapporteur spécial sur la sécurité, je voulais vous poser une question d'un peu plus long terme, au-delà du budget. C'est l'emploi des militaires sur le territoire national. Vous l'avez évoqué rapidement. Mon collègue Lefebvre a évoqué l'arme qu'est la gendarmerie dans la matière de sécurité. Il y a une différence de statut entre les gendarmes et les militaires, une différence de carrière, d'objectifs de carrière. On a compris la situation exceptionnelle ces 3 dernières années. Quelle est la projection, peut-être sur la durée du quinquennat, dans l'emploi des militaires sur le territoire national, alors que dans la sécurité, nous avons des militaires avec les gendarmes? Est-ce qu'il y a d'ores et déjà une anticipation, je dirais, sur l'emploi des militaires sur le territoire national? Merci Philippe Dominati. Emmanuel Capu. Oui, Madame la Ministre, j'avais 2 questions, mais l'une a déjà été posée 2 fois sur le service national universel, donc je passe directement à la deuxième, qui est plus complexe. Vous avez parlé de la nécessité de maintenir un modèle d'armée complet. Moi, la question que je me pose, c'est avec les décalages réguliers, les dérapages, pour reprendre les termes de mon collègue Delegue, et puis les éventuels décalages qui pourraient découler des futurs OPEX, ne craignez-vous pas qu'on soit dans l'incapacité vis-à-vis de nos industriels de les placer dans la capacité d'assurer la souveraineté nationale et d'avoir des armements français? Je pense évidemment à l'incapacité de remplacer nos FAMAS par des fusils français,
l'équipement de nos armées avec des équipements étrangers, je pense aux Rangers remplacés par des chaussures autrichiennes, notre incapacité à maintenir des turbines françaises dans nos sous-marins nucléaires ou dans nos porte-avions, ces décalages incessants ne nous placent-ils pas dans une incapacité à maintenir un modèle d'armée complet que vous souhaitez de vos vœux? Merci à Emmanuel Capus, Claude Rénal, puis Victorin Lurel. Oui, Madame la Ministre, maintenant les questions ont été toutes posées, peut-être un affiné deux. La question des OPEX dont on a parlé quelques fois. Je ne partage pas tout à fait l'avis du rapporteur général sur la sincérité, sur la question de la sincérité, ça, on a parlé plusieurs fois, la nécessité de sincérité des OPEX dès le budget primitif. J'aimerais savoir quel est l'équilibre pour vous le meilleur, selon vous, entre ce qui doit être pris directement dans les OPEX, dans le budget défense en PLF, et ce qui doit relever d'une certaine solidarité interministérielle. Il me semble qu'il y a un équilibre à trouver et que peut-être tout n'est pas à mettre directement sur le budget de la défense, ne fût-ce que parce que si ça se faisait, ça se ferait au détriment sans doute de l'investissement par ailleurs. Et donc, pour ma part, je souhaiterais avoir votre avis sur cette question, qu'est-ce qui serait l'équilibre souhaitable. Deuxième sujet, sur la retraite du combattant, c'est un point qui m'avait un peu alerté. Vous avez repris d'ailleurs les chiffres, vous avez redonné les chiffres des années 2016-2017 qui ont connu des progressions sensibles, et vous avez indiqué que pour 2017, ça faisait 2,5% d'augmentation, que donc c'était significatif. Mais je pense que si on faisait ce calcul de pourcentage sur les 10 dernières années, on aurait une moyenne extrêmement basse. Parce qu'il y a eu des années entières où il n'y a pas eu de revalorisation, et on est resté sur des montants extrêmement faibles. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on regarde les choses, retraite du combattant, si j'en crois mes chiffres, ça serait au 21 décembre 750 € par an. Donc nous sommes encore sur des montants extrêmement faibles. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on aurait pu profiter d'une croissance améliorée, d'une amélioration globale, vous l'avez dit, du budget, pour poursuivre un effort sur cette retraite du combattant? Et est-ce qu'il ne faudrait pas, pour tourner la chose positivement, est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement, sur les 3 prochaines années, fixer une augmentation régulière, raisonnable, de cette retraite du combattant, plutôt que d'y revenir chaque année, s'agissant malgré tout, budgétairement, de montants relativement faibles, et dans le cadre d'une diminution des effectifs qui donne des marges de manœuvre par ailleurs? Merci à Claude Rénal. Victorin Lurel. Oui, merci. Madame la ministre, j'aimerais vous interroger sur l'armée de mer et en particulier sur les 3 océans qui nous intéressent, en tout cas pour celui qui vous parle, mais j'imagine l'ensemble des collègues, sur l'océan Indien, le Pacifique et l'Atlantique Caraïbe. Vous avez évoqué ce qui s'est passé à Saint-Martin. Si on s'est rattrapé, il est certain qu'on a pris du temps pour anticiper et pour déployer. On a mis 4 voire 5 jours pour faire venir un A400M. Ensuite, on a désarmé le Batral, je crois 1 mois et demi ou 2 mois avant cet ouragan. Seul bateau jusqu'ici capable de faire du plageage, son quai, et donc de débarquer des troupes et du matériel. Et le B2M n'arrivera apparemment au mieux qu'en fin 2019, si ce n'est 2020. Aujourd'hui donc, sur ces océans-là, et en particulier aux Antilles, il n'y a rien. Par ailleurs, sur l'océan Pacifique, vous avez plus de 5 millions de kilomètres carrés au moins à surveiller, avec une recrudescence des pillages, notamment en termes de pêche, mais ça peut être d'autres types de menaces. La surveillance satellitaire peut-elle être, si j'ose dire, intensifiée? Ça a donné quelques résultats en Guyane, même si ça relève d'un autre département. Mais est-ce que là, il y a un redéploiement possible, des moyens supplémentaires à octroyer? J'avoue qu'il y a un déficit d'équipement. Et on s'est battu lors de la dernière loi de programmation militaire pour faire admettre le bien fondé de cet équipement et de ne pas laisser, si j'ose dire, en déshérence toutes ces surfaces-là, ces terrains-là, parce que ce sont des terrains de souveraineté. Merci Victorin.
Madame la ministre, je crois qu'on peut revenir vers vous. Je n'ai plus d'inscrits. Bien, je vais essayer de répondre de manière groupée. Alors, je vais peut-être reprendre d'un seul bloc l'ensemble des interrogations qui ont été exprimées sur les OPEX. Vous avez bien voulu noter l'effort de sincérisation qui a été fait cette année, en portant cette provision de 450 à 650 millions d'euros. Mais il est vrai que même à 650 millions d'euros, nous serons encore probablement loin en 2018 du coût total prévisionnel de ces OPEX, ce qui laisse la place à un nouveau débat, comme nous en avons l'habitude, sur la manière de combler cet écart. Pour ma part, j'ai une conviction, c'est que ce n'est pas le ministère des Armées qui définit le niveau d'engagement des OPEX. Ce niveau d'engagement, c'est un niveau d'engagement qui est décidé par le président de la République pour l'ensemble, pour le compte des Français et de leur protection. Et donc, loin de moi l'idée que le budget des armées n'y contribue pas, mais il faut trouver un juste équilibre. Et cette notion de juste équilibre est finalement pas si facile à tracer. Et force est de constater que, année après année, ce juste équilibre, il tient aussi compte d'un certain nombre de contraintes qui n'ont pas forcément que des liens avec le sujet dont on parle, mais aussi avec la contrainte budgétaire dans son ensemble. Bien. Alors, ce qui a été prévu, c'est que cet effort dit de sincérisation se poursuive au cours des prochaines années. L'objectif est de porter cette provision à 1,1 milliard en 2020. C'est bien ça, 2020, et de stabiliser ensuite les choses à ce niveau. Ce qui, si le contexte stratégique reste assez conforme à celui que l'on connaît en ce moment, laissera probablement encore la place à un financement interministériel. Et si ce contexte stratégique devait évoluer, eh bien, il faudrait rediscuter de la manière dont le curseur a été placé. Ce qui est sûr, c'est que nous aurons un débat sur cette question dans le cadre de la prochaine loi de programmation militaire. Je ne peux pas dire quels seront les articles qui seront soumis à votre vote encore, mais si vous m'interrogez sur mes convictions propres, ma conviction, c'est qu'il faudrait préserver dans cette loi de programmation militaire une place pour du financement interministériel, pour le financement des OPEX. Donc je suis désolée de ne pas pouvoir répondre plus précisément à votre interrogation. Donc on connaît le cadre dans lequel nous avons travaillé. Nous allons passer de 650 à 850 millions, puis 1,1 milliard. Ceci, parallèlement à ce que vous avez également rappelé, c'est-à-dire la diminution de la réserve de précaution, mais je crois nécessaire de pouvoir continuer à financer par la solidarité interministérielle une partie du surcoût résiduel des OPEX. Vous m'avez ensuite interrogé sur la question au fond immobilière et des conséquences de la décote du Chlot. Alors, cette décote, d'abord c'est l'application de la loi. Ce que le ministère des Armées a réalisé au cours des années précédentes, c'est de faire levier sur cette décote pour obtenir un certain nombre de contreparties. Alors, j'admets tout à fait que l'application de cette décote s'est traduite par des moins-values en termes de recettes de cession immobilière. Mais le ministère a veillé cependant à ce que si les espèces sonnantes et trébuchantes étaient moindres en ce qui concerne les encaissements de recettes de cession, il y ait la possibilité pour le ministère d'obtenir des réservations de logements
pour les militaires. C'est le cas en tout cas de ce qui a été appliqué pour l'îlot Saint-Germain dans sa dimension sociale. Donc nous avons pu obtenir d'acquérir dans la partie de l'opération qui comprend des logements sociaux, des logements à caractère sociaux pour les militaires. Donc, le produit obtenu de la ville de Paris est donc pour cette opération îlot Saint-Germain, première partie, de 29 millions d'euros, alors qu'effectivement elle était valorisée 80, et on peut considérer que la différence, les 50 millions d'euros, est compensée par 50 logements qui sont réservés pour les militaires. C'est des logements dans un quartier de Paris où on peut dire que la valeur du foncier est élevée. Pour ce qui concerne le Val-de-Grâce, donc la partie historique du Val-de-Grâce n'est pas en cause, elle ne sera pas cédée. C'est donc la partie qui hébergeait l'hôpital moderne, si je puis dire, qui a vocation à l'être. Aujourd'hui, cette cession est envisagée dans le cadre d'un appel à projet qui serait conduit par la ville de Paris. Bercy, comme vous le savez sans doute, étudie également la possibilité de mobiliser une partie de cette assiette foncière pour permettre l'accueil de services de l'État. Et en tout état de cause, cette cession est envisagée quelque part dans le courant de l'année 2018 et n'a pas vocation à subir l'effet de la décote puisque sa destination n'est pas sociale. Alors, vous m'avez également interrogé sur le sinistre source solde et c'est son prochain remplacement. Pardon, sinistre Louvois, pardon. Mon Dieu, quel horrible lapsus. Ah non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Par anticipation, non, non. Je suis absolument désolée. J'espère que tous les enregistrements de cette session corrigeront cet affreux lapsus impardonnable. Merci. Le terrible Louvois. Nous sommes en ce moment en train de tester progressivement le logiciel SourceSol qui a donc vocation à remplacer Louvois. Donc une équipe est entièrement dédiée à ce projet. Moi, je suis confiante, je suis allée à Toulon il y a quelques semaines, je suis confiante dans le fait qu'avec ce logiciel, nous devrions pouvoir oublier le plus vite possible tous les déboires que nous avons connus. Néanmoins, je reste prudente sur le calendrier de déploiement pour une raison très simple, c'est que je n'imagine pas une seconde pouvoir donner un feu vert pour le déploiement de SourceSol sans avoir l'absolue certitude que le basculement s'opérera non seulement sans dommage, mais qu'il permettra un gain réel, puisqu'aujourd'hui nous avons certes beaucoup travaillé pour résoudre une partie des problèmes posés par Louvois, mais il reste encore 3% des soldes. Alors 3% c'est beaucoup moins qu'avant, mais c'est tout de même 3% qui connaissent encore un certain nombre d'anomalies. Donc l'objectif est vraiment de basculer, comme c'est normal d'ailleurs, sur un logiciel qui assure 100% de la solde de façon exacte. Et donc je crois que, si vous me permettez l'expression, au point où nous en sommes, nous ne sommes plus peut-être à 1 ou 2 mois. Ce qui m'importe, c'est qu'au moment où la bascule sera faite, tout ait été éprouvé et maîtrisé. Une autre question portait sur la bosse budgétaire 2018. Madame Conway est partie, mais je réponds néanmoins à sa question.
Le fait que des annulations de crédit aient été réalisées en 2017 ne doit pas se traduire par un report à due concurrence de charges sur les années suivantes. Pourquoi? Parce que, à l'occasion de ces annulations de crédit, un travail très exhaustif a été conduit par la Délégation générale à l'armement pour procéder notamment à une renégociation de contrats. Donc même si les 850 millions d'euros d'annulation de crédit ne se traduiront pas intégralement par des économies à due concurrence, néanmoins, nous avons obtenu par une renégociation des contrats une diminution des coûts et donc une limitation en quelque sorte de l'effet de bosse que pourrait induire un décalage dans le temps d'un certain nombre de programmes. Sur le service national universel, j'ai entendu la question qui portait sur l'échéancier de mise en œuvre. Comme j'ai eu l'occasion de l'indiquer tout à l'heure, nous sommes encore dans une phase très exploratoire qui ne me permet pas aujourd'hui de vous donner une quelconque indication. Je pense pouvoir dire, mais j'espère ne pas être démenti, sur le fait que très probablement la montée en charge se réalisera sur une période qui pourrait représenter plusieurs années, mais je n'ai pas d'indication de calendrier précise à vous fournir aujourd'hui. Pour ce qui concerne la gendarmerie, vous avez évoqué, Monsieur Lefebvre, le fait que les gendarmes étant équipés de tablettes, il existe un certain nombre de zones d'ombre, c'est un fait. Et c'est un sujet de préoccupation que je partage avec le ministre de l'Intérieur ainsi que le ministre en charge des territoires, puisque ceci suppose qu'il y ait une intervention auprès des opérateurs de télécom pour réduire le nombre des zones blanches qui sont à l'origine de ces difficultés de fonctionnement dans des sites, encore une fois, limités, mais néanmoins qui persistent. Une question plus fondamentale m'a été posée sur, au fond, la philosophie d'emploi des militaires sur le territoire national et la manière d'articuler les militaires avec les gendarmes. Autrement dit, l'opération Sentinelle est une opération très spécifique qui a été déclenchée il y a 2 ans après les attentats. Cette opération Sentinelle, je ne suis pas en mesure de vous dire à quel moment nous serons amenés à la supprimer, à l'arrêter plus exactement. Ce que je peux dire en revanche, c'est que nous sommes dans un processus d'adaptation le plus agile, le plus flexible possible en fonction des contraintes et de la réalité de la menace. Donc nous avons procédé à une première adaptation que nous avons annoncée avec Gérard Collomb il y a quelques semaines. Donc nous n'avons pas modifié l'effectif engagé en permanence dans le dispositif Sentinelle. En revanche, nous en avons changé les règles d'emploi pour, de façon très, très simple et schématique, faire en sorte que Sentinelle soit encore plus mobile qu'elle ne l'était au milieu de l'année 2017 et que Sentinelle soit encore moins prévisible pour éviter, bien sûr, d'être elle-même cible d'attaque comme on a pu le voir. Donc je crois qu'il faut rester extraordinairement pragmatique, tenir compte de l'évolution du contexte. Aujourd'hui, ce que l'on peut dire, c'est que Sentinelle est une opération qui est complètement intégrée, si je puis dire, dans la vie du soldat. Ce sont des périodes qui s'intercalent entre des périodes de préparation, d'entraînement ou bien des périodes de projection en opération extérieure. Donc, du point de vue de la gestion de nos forces,
c'est une opération qui fait partie intégrante de nos missions, ce qui ne veut pas dire qu'à un moment ou à un autre, nous ne serons pas amenés à en envisager, je l'espère, l'interruption. Une autre question a été posée sur, au fond, la capacité à maintenir un modèle d'armée complet et un modèle d'armée qui repose principalement sur des équipements fabriqués par des industriels français. Bon. Ce modèle d'armée complet, je crois que malgré toutes les vicissitudes que nous avons collectivement pu connaître au cours de ces années, Dieu sait qu'il y en a eu, il a été préservé. Il a été préservé dans sa philosophie, mais également dans ses grands sous-ensembles. Il est vrai que dans certains domaines, il a été parfois fait le choix de privilégier, par exemple, des achats que j'appellerais sur étagère, plutôt que de procéder à des développements qui étaient coûteux, puisque ces matériels-là n'étaient pas disponibles. Les industriels français ne les avaient pas ni conçus, ni a fortiori produits. Bon. Donc au cas particulier, s'agissant du remplacement du fusil FAMAS, je crois que la décision qui a été prise par mes prédécesseurs est une décision raisonnable. Elle consiste à rendre, à accélérer ce remplacement en utilisant des matériels qui sont d'excellente qualité et qui étaient très compétitifs par leur prix. Ceci ne signifie pas qu'il faille faire de même dans tous les domaines. Je crois que les investissements qui sont ménagés à l'intérieur du budget 2018 pour les équipements, l'ambition que je porte d'élever encore le budget des études pour le porter à 1 milliard d'euros montre bien que nous conservons une forte ambition de travailler et de faire travailler le plus possible les industriels français, sans parler du soutien à l'export que le gouvernement apporte à l'ensemble de ces industriels. Ceci ne signifie pas que certains matériels n'aient pas vocation à être développés avec d'autres partenaires, notamment européens. Et de ce point de vue-là, il faut saluer la création d'un fonds européen de la défense qui, pour la première fois, va permettre aussi d'assurer une petite part de financement communautaire dans ces projets de développement d'équipements militaires réalisés par des États membres de l'Union. Voilà comme premiers éléments de réponse ce que je pouvais indiquer. Je m'interroge, je me demande si j'ai oublié des questions. Oui, j'avais un dernier papier, c'est bien ça. Monsieur le sénateur Lurel, vous m'avez interrogé sur les aspects plus particuliers de la protection de l'espace maritime, en soulignant que les B2M n'arriveraient pas avant la fin de l'année 2019. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité qu'en attendant la livraison de ces bâtiments, nous puissions disposer rapidement d'un patrouilleur léger dont nous avons fait la commande il y a quelques semaines. C'est donc le 3e navire dit PLG patrouilleur léger guyanais dont nous avons décidé la commande juste après l'ouragan Irma et qui sera donc affecté aux Antilles dans l'attente de l'arrivée des autres bâtiments. Et puis par ailleurs, nous avons plusieurs autres programmes qui devraient permettre de moderniser les forces maritimes outre-mer. Et on me précise que les B2M pourraient être livrés beaucoup plus tôt que ce que j'indiquais tout à l'heure. Les livraisons s'étaleraient d'ici 2018. Donc en réalité, ça signifie qu'elles sont en cours et qu'elles ont vocation à se poursuivre en 2018. Enfin, le programme
Batismar, qui remplacera les patrouilleurs, est en route. Les commandes devraient intervenir en 2021. Je crois avoir à peu près, peut-être pas totalement, répondu aux questions qui m'étaient posées. Si ça n'était pas le cas, surtout rappelez-le-moi. Et si c'est le cas, je suis à votre disposition, soit pour poursuivre, soit pour arrêter, Monsieur le Président. C'est vous qui avez la main, si je puis dire. Merci, Madame la Ministre. Non, je pense que l'essentiel... Claude. Ah, la retraite des combattants. Les 700 euros par an. 700 et quelques euros par an. Alors, quelques informations complémentaires sur la retraite du combattant. Donc, vous l'avez dit, elle s'élèvera à 750 euros par an en 2018 après revalorisation. C'est donc le résultat d'une augmentation de 4 points de cette retraite du combattant en 2017, dont les 2 derniers points sont intervenus au 1er septembre. J'ajoute que c'est une mesure qui n'était pas financée, mais qui néanmoins a été honorée en 2017. Ces 4 points représentent un effort budgétaire de 60 millions d'euros, dont 30 millions sont portés par le budget 2018. Je peux préciser qu'en 10 ans, la retraite du combattant aura été revalorisée de plus de 60%. Elle était à 462 euros en 2006. Alors on peut toujours considérer que ça reste un montant améliorable, d'ailleurs amélioré. On peut aussi considérer que c'est un effort financier conséquent et que par ailleurs le budget 2018, je n'ai pas eu l'occasion de l'indiquer, comporte un certain nombre de mesures nouvelles, notamment en faveur des conjoints survivants d'anciens combattants. Bon, c'est pour cela que je pense qu'il est raisonnable d'aborder ces questions pas à pas, année après année, PLF après PLF. Donc je suis certaine que nous aurons l'occasion d'en reparler. Voilà donc pour cette audition de Florence Parly, la ministre des Armées devant la Commission des Finances du Sénat. La ministre était interrogée bien sûr sur le projet de loi de finances pour 2018. Parmi les questions, beaucoup d'interrogations sur le budget. Un budget en hausse que le rapporteur général qualifie même de sincère. En revanche, les sénateurs, vous l'avez vu, ont déploré le trou de 350 millions d'euros dans le budget des opérations extérieures, les OPEX. Florence Parly, la ministre, a par ailleurs précisé que ces 350 millions d'euros seront financés par la solidarité interministérielle. Voilà, vous pouvez bien sûr revoir ce programme sur notre site internet publicsénat.fr.